Allez, cette question à présent, et évidemment, elle est légitime parce qu'on est autour du 15 septembre. Est-ce qu'il faut encore avoir peur de la finance? C'est la question que pose le magazine Alternative économique dans son dernier numéro. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef, donc directeur de la rédaction, plus précisément, du mensuel. On est, voilà, 10 ans jour pour jour, vraiment à 24 heures près. Il y a 10 ans, donc la banque Lehman faisait faillite. On va rentrer dans le détail parce qu'il y a 10 pages qui sont passionnantes. A posteriori, c'était une ineptie, une connerie de la part du gouvernement américain de lâcher Lehman Brothers. Ça s'est avéré effectivement une bêtise, mais en même temps, c'était compréhensible aussi. Il fallait sanctionner, il fallait qu'il y ait punir les fraudeurs, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Et tout le monde pensait que Lehman Brothers c'était un trop petit morceau pour avoir des effets systémiques, comme on dit, c'est-à-dire entraîner l'ensemble de la finance derrière. Ouais. Personne n'avait vu toute la complexité, en particulier des produits financiers, voilà, donc, qui avaient été fabriqués à partir des crédits subprimes en particulier. Ouais. Les CDS, pardon, en deux mots, c'était système d'assurance. On mettait une couche de crédit subprime donc, qui avait l'avantage d'être très rentable. Donc, les pauvres sont des bons clients pour les banques. C'est à eux qu'on prête aux taux les plus élevés, avec des titres d'État qui sont très sûrs, mais avec des taux très faibles. Et comme il y avait 90% de titres d'État, 10% de titres pourris, mais qui ramelaient beaucoup, on disait c'est comme des titres d'État, c'est très sûr. Mais en fait, quand les titres pourris ne rapportent plus rien, le titre d'État rapporte moins que le CDS rapporte moins qu'un titre d'État tout seul, et donc il ne vaut plus rien. Bon, on se dit, on est 10 ans après, tout ça, ça paraît quand même très loin parce que la titrisation a quasiment disparu des écrans radars. Les produits dérivés, vous en parlez. Ils existent toujours, ils sont un peu plus encadrés quand même, il faut le dire. Avant, on va rentrer en détail, mais avant, c'était négocié dans la totale opacité, de gré à gré entre banques, impossible de savoir. Maintenant, il y a des chambres de compensation dans plus de 2 tiers, j'ai vu des transactions. Avant de rentrer en détail, juste tous ces mécanismes qui ont conduit à la crise financière de 2008, est-ce qu'ils sont présents aujourd'hui? On a le sentiment que non. Ils sont toujours présents, c'est-à-dire la crise financière, elle vient toujours du fait que dans la finance, le principe de base, c'est pile je gagne, face tu perds, c'est-à-dire que quand il y a des financiers qui ont des problèmes, il faudra toujours que l'État vienne à leur secours parce qu'ils jouent un tel rôle dans l'économie qu'on ne peut pas les laisser tomber. Et d'autre part, l'autre mécanisme de base qui est toujours à l'œuvre, c'est si vous voulez des rendements élevés, il faut prendre des risques élevés. Si vous êtes très sûr, vous avez des rendements faibles. C'est la base. Et donc, ces tentations existent toujours. Oui, mais encore une fois, la crise est venue d'une titrisation mal maîtrisée, de produits dérivés qui étaient mal régulés. Ces deux points-là, aujourd'hui, encore une fois, l'un a disparu, la titrisation, ça a un peu disparu des écrans radars, et les produits dérivés sont mieux encadrés. Donc, on se dit que, évidemment, la crise, ça ne sera pas la même, mais en tout cas, ce qui a posé problème il y a 10 ans ne le pose plus aujourd'hui. Alors, ne le pose plus dans les mêmes proportions. Donc oui, les banques sont aujourd'hui plus encadrées. Oui, donc les produits dérivés sont aujourd'hui mieux connus et plus encadrés eux aussi. Oui, elles ont plus de capital. Donc plus de fonds propres, plus de capital. Oui, donc on leur a imposé des centaines de milliards d'euros, de dollars, vous avez donné le chiffre, je l'ai oublié, en plus, vous aussi, en plus dans leur bilan. Donc elles sont plus solides, les banques, aujourd'hui? Elles sont plus solides aujourd'hui. En plus, on a des règles aujourd'hui qui sont établies pour dire que non seulement elles ont plus de capital et s'il y a des nouveaux problèmes, mais en plus, on pourra utiliser une partie de leurs emprunts pour rembourser les gens en cas de faillite. C'est bien intéressant, il faudra qu'on rentre dans le détail, parce que on sait qu'en 2000, il y a 10 ans, ce sont les États, donc c'est le contribuable qui a payé la facture, même si au final, certains États disent mais finalement non, l'opération était gagnante, mais il a fallu comme renflouer les banques. Aujourd'hui, la réglementation, quand une banque fait faillite, en tout cas en Europe, elle est claire, c'est qu'on impose aux actionnaires d'être tondus, pardon de dire le mot, les créanciers doivent aussi payer pour les pots cassés. C'est mieux. C'est mieux. Il y a un débat là-dessus. Non, mais c'est mieux, mais simplement, il faut bien avoir conscience, et c'est ce que dit le lobby bancaire, en gros, que ça a des effets plutôt négatifs sur la distribution de crédit. Donc, on a demandé aux banques de prendre moins de risques,
elles en prennent moins parce que notamment elles risquent plus leur propre capital et l'argent de leurs actionnaires. Mais du coup, pourtant, il y a le risque la production de crédit moins. augmente. La production de crédit augmente. Oui, oui, mais c'est au prix aujourd'hui d'une politique monétaire qui est extrêmement expansive et qui est susceptible de créer des nouvelles bulles spéculatives. C'est un des risques qu'on redoute aujourd'hui. Alors, ce ne sera sans doute pas les mêmes qu'il y a 10 ans parce que effectivement, les trous qu'il y avait dans la régulation il y a 10 ans ont été assez largement bouchés. Une des choses qui est un peu inquiétante aujourd'hui, c'est que la tentation est forte de les débouger. Hein. Donc, en notamment particulier aux États-Unis. Ouais. Donc, Donald Trump est arrivé avec un programme qui visait à défaire la régulation financière qui a été mise en place après la crise de 2008 aux États-Unis. Bon, pour l'instant, les premiers pas qu'il a fait dans cette direction ne paraissent pas trop inquiétants parce qu'au bout du compte, les règles de base sont quand même restées en place. Mais cette tentation existe et pas simplement aux États-Unis. Hein. Ouais. Donc, s'il y a une prochaine crise et si de nouveau des banques sont en difficulté, on a compris que voilà, la régulation fait que les actionnaires paieront, les créanciers paieront. Mais on se dit que malgré tout, ça ne suffira pas. S'il y a des banques qui sont de plus en plus grosses, c'est vrai, et qui sont systémiques, ça n'empêchera pas, l'État devra de nouveau renflouer aussi. Ça ne sera pas suffisant de penser que actionnaires et créanciers pourront renflouer une banque. Ou je me trompe? Oui, oui, non, mais de toute façon, ça reste toujours quelque chose de tellement essentiel pour le fonctionnement de l'économie de nos sociétés que si des difficultés se présentent, et elles se présenteront probablement, il faudra renflouer les acteurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on peut craindre qu'il y ait des choses qui échappent à la régulation, donc le shadow banking, hein, en particulier tout ce qui se joue sur les marchés financiers, ce qu'on voit aujourd'hui en Europe. C'est un peu obscur, de quoi est-ce qu'on parle là, encore une fois? Les banques sont mieux régulées, mais il y a d'autres acteurs qui ne le sont pas assez. Qui sont ces acteurs? C'est qui cette finance de l'ombre là? C'est quoi? C'est qui? Hein? C'est des acteurs qu'on a un peu de mal à cerner et ça évolue tout le temps. Mais donc c'est des gens qui font la même chose que les banques, c'est-à-dire qui empruntent à court terme pour prêter à long terme. C'est la fonction centrale des banques et c'est ce qui fait que leur travail est risqué, c'est-à-dire comme elles prêtent à long terme avec de l'argent qu'elles empruntent à court terme, elles risquent d'être squeezées, de ne plus trouver de prêteurs à court terme si elles ont des difficultés, si elles paraissent menacées dans le futur, etc., etc. Donc il y a sur les marchés financiers des gens qui font ça sans être catalogués comme des banques, sans être encadrés comme des banques. Pourquoi ils ne sont pas régulés? Pourquoi ces acteurs-là de la finance de l'ombre ne sont pas régulés? Notamment parce qu'ils sont souvent placés dans des lieux où la régulation financière n'est pas très étendue. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est quand même les paradis fiscaux continuent à prospérer. Hein. Si vous regardez les évolutions du PIB, de l'emploi en Europe, c'est au Luxembourg que ça monte, c'est à Malte, c'est à Chypre. Donc il se passe toujours des choses dans ces domaines-là. Bon, après c'est vrai qu'on n'est pas là pour jeter le bec l'eau du bain. Souvent, des innovations financières, ce sont des innovations financières qui souvent ont créé des problèmes. Après, il y a aussi de bonnes innovations financières. Je veux dire, quand on a créé des options pour protéger, on va dire, un producteur contre la baisse du prix de ce qu'il produit, ça a du sens, ça c'est utile. Après, on a pu dévoyer un peu aussi, certains ont pu dévoyer l'usage qu'on peut faire de produits dérivés qui peuvent être utiles pour couvrir, comme on dit, un risque. Ouais, de toute façon, c'est assez simple. Nous sommes dans des économies de plus en plus complexes, où il y a de plus en plus de division du travail, où pour produire un bien et un service, il faut mettre en relation de plus en plus d'individus, d'organisations, etc. Des économies comme celle-là, elles ont besoin de plus en plus de finances. Il y a de plus en plus de flux financiers qui sont échangés, d'accords financiers qui sont passés, etc., etc. Donc là-dessus, oui, il n'y a pas de doute. C'est pas étonnant dans un contexte comme ça que la finance se développe. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, il y a des gens qui essayent d'en profiter pour s'en mettre plein les poches. Et c'est le cas ou pas? C'est le cas parce qu'encore une fois, est-ce qu'il y a de nouveaux produits complexes, financiers, risqués, qui ont été créés, qui ont été inventés, qui ont pris une taille considérable et qui menacent le système? On ne les voit pas aujourd'hui. Moi, je ne les vois pas, mais je n'avais pas vu non plus, mais vous non plus, je pense, le risque que faisaient courir les crédits subprime à travers ce mécanisme en 2008. Donc, c'est toujours le problème, c'est que la régulation court toujours après l'innovation dans ces domaines-là, comme dans d'autres, et qu'on ne sait pas d'où viendra la prochaine crise, mais il est probable qu'elle vienne malgré tout.
Ouais. Donc la conclusion, c'est quoi, si on devait conclure en quelques mots? La conclusion, c'est La régulation, quand même non, des choses ont été faites par les c'est régulateurs. tout à fait Ceux qui disent, sérieux. ouais, rien n'a été fait. Non, on peut toujours demander plus. Oui. On n'est pas, personne n'était jusqu'à faire ce qu'a fait Roosevelt, Oui, casser les banques. qui avait carrément cassé les banques entre les banques d'investissement d'un côté, Glass-Steagall Act, c'est ça, Oui. et les banques d'investissement, donc on n'est pas arrivé là. Mais des choses ont été faites en matière de régulation, les banques sont mieux régulées, les produits dérivés sont encadrés, encore une fois, ça va mieux aujourd'hui quand même si vous me dites que c'est pas orthogonal avec le fait de dire bah, il y aura une prochaine crise bientôt, mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc oui, aujourd'hui, la régulation est plus forte. Oui, aujourd'hui, les banques et les institutions financières sont mieux capitalisées. Mais pour autant, les risques persistent, notamment parce que dans la dernière période, et c'était tout à fait légitime, les banques centrales ont injecté c'est toute cette masse d'argent, cette liquidité, tous ces capitaux qui sont dans le système, les volumes en jeu qui sont très importants, qui peuvent passer en fait d'un endroit à l'autre. Les endettement au niveau global mondial n'ont pas arrêté de croître. Mais le service de la dette, lui, est plus faible qu'avant. Oui, mais justement, un des risques, c'est qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt se remettent à augmenter un petit peu? Est-ce que ça ne va pas déstabiliser très rapidement un ensemble? On voit aujourd'hui ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Argentine, et du côté des pays émergents en particulier, il y a manifestement des risques. Bon, et donc conclusion, allez, on est angoissé, on est raisonnablement confiant, Conclusion, c'est surtout de dire c'est pas le moment de baisser la garde. Donc il y a des lobbies extrêmement puissants qui souhaitent évidemment amoindrir les régulations qui ont été mises en place après la crise de 2008 en disant justement, vous voyez, c'est très sûr, il n'y a pas de risque, etc. Il y a toujours des risques potentiels d'une part, et d'autre part, ce qu'on a réussi à faire, il faut surtout le garder. On avait eu 40 ans de stabilité financière après les mesures qui avaient été prises après la crise de 29. Ouais. C'est à partir du moment où on a commencé à défaire ces régulations-là que les crises financières sont revenues. Et d'ailleurs, on boucle la boucle, mais Bill Clinton, quelque part, est pour partie responsable, enfin son administration, de la crise des subprimes. C'est pas un truc qu'on a tellement dit. C'est pas simplement une affaire de droite et de gauche, oui. Enfin, ce ne sont pas simplement des gens de droite qui ont défait la régulation financière, en tout cas aux États-Unis en particulier. Ouais, parce qu'il a laissé pour le coup, en fait, vous le racontez très bien, que des conseillers viennent le voir en disant attention avec les crédits subprimes, certaines banques ont envie de prêter à des gens qui n'en ont pas les moyens, mais etc. Et ils laissent faire, c'est ça, hein? Oui, enfin donc aux États-Unis, il y a en particulier le problème du financement des campagnes politiques, du financement de la vie politique, donc qui est très dépendant des très riches et des institutions financières en particulier. Donc tous les présidents sont très sensibles au lobbying qui est fait par ces institutions, et c'était le cas en particulier auprès de Bill Clinton. De l'équipe de Bill Clinton. Voilà, tout ça est à retrouver. 10 pages passionnantes à lire ce mois-ci, donc, dans le magazine Alternative économique. Dont on peut peut-être revoir la couverture 10 ans après la crise. Faut-il encore avoir peur de la finance? Le dessin est quand même bien trouvé. Hein. Ça ne m'étonne pas de vous. Allez, merci Guillaume Duval, directeur de la rédaction d'Alternative économique. Merci, bon week-end.